Et maintenant, on rejoint le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia. Merci d'être avec nous, Danny, premièrement. Merci les gars, comment ça va? Ah, ça va super. Ça va bien, ça va bien. Un peu, le stress est tombé. C'est la première fois que moi puis Max est en Allemagne depuis le début de l'année. Fait que là, c'est la première fois qu'il est avec moi, qu'on est en studio ensemble. Fait que bien excitant. Good. Ben, je peux imaginer que vous connaissez un petit peu le stress quand même. Un petit peu de temps en temps. On est déjà vécu. On est habitué d'être assis sur le banc ensemble. On n'avait pas d'aile, par exemple. On n'avait pas d'aile. Carbo n'aurait pas aimé ça, manger un aile avant d'embarquer. Justement, je pense que tu as un parcours quand même assez incroyable. Ta feuille de route est le fun, mais tu as commencé, tu voulais vraiment faire du football. Parle-nous un peu de tes débuts dans le football. Ben, écoute, moi, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs personnes qui ont eu une grande influence dans ma vie. Une personne en particulier qui s'appelle Jacques Douceau. Écoute, on a coaché l'équipe du Québec, on a coaché l'équipe civile, les Cougars de Saint-Léonard. Puis je me rappelle, dans 96, les Alouettes étaient de retour de Baltimore. Puis l'entraîneur en chef était Bob Price. Puis moi, écoute, je voulais faire partie de cette organisation en sachant que j'étais un jeune entraîneur. J'avais pas j'étais pas qualifié pour entraîner à ce point-là, mais j'étais prêt de faire du bénévolat. Alors, j'ai décidé, avec l'appui de ma femme Sandra, de m'investir pendant 2 ans comme bénévolat avec les Alouettes. C'était du temps plein. C'était 14 heures par jour. C'était 7 jours par semaine. Ça durait 6 mois, 7 mois par année. Puis, écoute, c'était des sacrifices. J'avais du monde qui croyait en moi. Puis, après 2 ans, j'ai finalement eu mon premier contrat en 98. Wow. Puis je m'appelle encore, j'étais l'entraîneur des porteurs de ballon. Puis j'avais Mike Pringle, Michael Souls, puis Thomas Haskell, même aussi Bruno Eppel. Puis je m'appelle encore, le contrat était 27 000 $. Alors, je m'appelle, j'arrive chez nous avec un contrat de 27 000 puis ma femme commence à se poser des questions. Si on fait la moyenne des 3 ans, non. Mais justement, j'ai une question là-dessus. Tu dis, j'ai travaillé, tu sais, la saison dure 6-7 mois. Puis quand on est entraîneur bénévole, qu'est-ce que tu faisais l'autre moitié du temps où tu n'étais pas impliqué avec les Alouettes? Ben moi, j'avais une entente avec les Alouettes que c'était 6 mois, puis les autres 6 mois, je quittais pour aller en Italie, puis je coachais du football en Italie, en Bergamo, dans le nord de l'Italie. Alors, j'ai passé 2 ans en Italie, 2 ans, 2 championnats. Alors, j'étais assez chanceux de commencer de gagner ma vie avec le football. Wow. Mais écoute, c'était pas facile, c'était des sacrifices, mais j'avais toute une équipe autour de moi. Quand tu es rentré justement comme bénévole, c'était quoi le but ultime? Tu voulais t'en aller où là, dans ta carrière? Max, moi, je voulais gagner ma vie avec le foot. Okay. Je voulais gagner ma vie. Alors, je disais à Jacques, si tu es capable de convaincre Bob Price de me donner une entrevue, je vais me présenter, je vais être prêt, je vais aller chercher cette job-là, puis ils vont être obligés de me garder. Alors, écoute, j'étais responsable d'aider à l'époque Peter Voss, le coordinateur à l'attaque, avec les plans de match, puis de lui donner des rapports. Mais j'ai travaillé tellement fort pour le coordinateur en attaque qu'à un moment donné, le coordinateur en défensive voulait avoir quelques heures pendant la journée de l'aider aussi. Alors, je mettais toutes mes énergies là-dedans. Puis le but ultime, c'était je voulais investir en moi-même. Je me suis donné 2 ans. J'étais marié, ma femme payait toutes les dépenses pendant qu'elle était étudiante à McGill. Puis à la fin de la 2e année, j'étais capable d'aller chercher un contrat. Parce que j'imagine qu'en ce moment, dans ton rôle, les joueurs te regardent puis ils savent, c'est sûr. Ce gars-là, il a commencé ici dans l'organisation comme bénévole. Ils savent que tu as ça dans le cœur. Puis j'imagine que c'est difficile pour eux d'embarquer sur le terrain après puis pas tout donner ce qu'ils ont. Bien, c'est ça qu'on cherche, du monde qui vont nous tout donner. Puis écoute, c'était un parcours intéressant. Ça a duré 6 ans à Montréal. Après, j'ai quitté pour aller à Edmonton pendant 8 ans et demi. Je peux vous dire, les gars, c'était un choc culturel. À Edmonton, mais quand même, on était capable de participer à 3 Coupes Grey. Les 3 contre les Alouettes en gagnant 2. Alors, je suis tellement content d'être de retour et de faire partir dans une organisation qui m'a donné tellement de satisfaction. Tu as été coach à Edmonton. Là, présentement, tu es DG avec les Alouettes. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui t'intéresse le plus dans chaque rôle? Tu sais, comme coach, qu'est-ce que tu aimes comme coach? Puis comme DG, qu'est-ce que tu aimes? Bien, comme coach, je pense qu'il n'y a pas un coach qui va te dire différemment qu'il pense à aujourd'hui. Il faut gagner aujourd'hui. Il ne prend pas tout en considération concernant qu'est-ce qui s'en vient demain, après-demain, l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors, comme DG, c'est sûr que tu veux gagner aujourd'hui, mais tu veux bâtir une équipe qui va être
dans la conversation de compétitionner chaque année, qui va avoir la chance de gagner un championnat chaque année. Alors, c'est deux boulots complètement différents. Mais aujourd'hui, j'adore l'opportunité de bâtir une équipe que je pense que les Montréalais et les Québécois vont être très fiers de regarder jouer. Puis c'est une grosse opportunité, mais ça arrive dans un timing quand même bizarre, Ouais, la c'est pandémie et tout ça. Ouais. C'est de l'adversité en partant pour l'organisation. Pour toi, c'est sûr, mais comment qu'on évalue des joueurs? Comment qu'on construit notre équipe dans une période aussi difficile? Mais, comment on fait ça? C'est qu'on s'assoit avec nos dépisteurs, puis moi, je passe beaucoup de temps avec nos entraîneurs, parce qu'à la fin de la journée, je suis un entraîneur. Ouais. Alors, je ne veux pas me faire imposer des joueurs de la direction. Alors, je vais m'asseoir avec Harry Jones, puis le coordinateur à l'attaque, en défensive, puis les coachs de position, puis je leur demande quel genre d'identité est-ce qu'on veut avoir à l'attaque, en défense, les unités spéciales. C'est quoi le profil qu'on recherche? Le moment que je suis capable d'aller chercher cette information, c'est là où je vais m'asseoir avec notre équipe de dépisteurs, puis on va essayer d'identifier ces profils-là, que ce soit des joueurs qui sont canadiens ou des joueurs qui jouent de l'autre côté de la frontière, puis de les amener ici en espérant qu'ils vont être un bon fit pour nous sur le terrain. J'avais la chance d'animer il y a quelques semaines au 98.5 l'émission de fin de soirée. Puis j'avais eu Mario Cecchini en entrevue, qui est le président des Alouettes présentement. Puis je lui parlais de l'entraîneur Carey Jones. Puis moi, ce que j'aime, puis je pense que les Québécois aiment, c'est son émotion. Est-ce que Mario disait, moi, j'adore ça. Ouais. J'ai dit, mais il semble être en contrôle. Mais est-ce que, comme DG, on aime ça, un coach qui est émotif de même? Mais moi, comme entraîneur, j'étais très émotif. Alors, non, écoute, je pense que tout le monde l'adore. Tu regardes sa personnalité. Ouais. Oui, j'aime ce côté-là. L'autre côté que j'aime beaucoup de Kahari, c'est que il n'y en a pas beaucoup de personnes en général qui écoutent pour comprendre. Il y a du monde qui écoute pour répondre. Ouais. Lui, il écoute pour comprendre. Ouais. Alors, c'est bon, on est chanceux de l'avoir avec nous. Puis, je répète, regarde le boulot qu'il a fait. Ah, Il a c'est terminé avec une fiche de incroyable, 10 et 8 avec une équipe qui s'en allait nulle part, dans des circonstances loin d'être idéales. Alors, je pense que il y a tout un avenir devant lui. Juste avant, on va tomber dans les Alouettes puis l'année difficile puis ces choses-là. Quand on prend les rênes d'une équipe comme ça, tu tombes DG, puis le gars avant, on a fait l'échange de Johnny Manziel, on a échangé des premiers choix pour Johnny Manziel, puis on se retrouve que là, c'est une nouvelle organisation, des nouveaux propriétaires, puis les erreurs du passé nous font payer. Comment est-ce qu'on fait pour se replacer puis dire, ben on s'en va vers cette lignée-là, même si, d'avoir un first pick cette année, ça aurait changé quand même beaucoup de choses. Là. Comment on se prépare à ça? Mais les 2 dernières années, alors, comment on se prépare, c'est qu'on essaie d'identifier c'est qui le talent canadien, parce qu'on parle toujours d'avoir un bon contenu canadien, parce que la moitié de notre roster est composé par des Canadiens. Alors, comment est-ce qu'on va être capable de les identifier, aller les chercher puis de les amener chez nous? Mais c'est avec le dépistage. Alors, on a fait une évaluation de tous les joueurs canadiens qui jouent dans la Ligue canadienne, en particulier les joueurs qui viennent du Québec. Puis l'année passée, on était capable d'attirer plusieurs de ces joueurs-là, de les convaincre de retourner à Montréal. Puis je pense que ça nous a aidé un petit peu pour les manques de choix de repêchage qu'on n'avait pas en place les 2 dernières années. Puis là, la signature des agents libres s'en vient là, rapidement. Là. Dans la Ligue nationale de hockey, on a comme un 10 jours pour parler aux joueurs. Avant, je pense que c'est un peu pareil. C'est la même situation dans la CFL. Qu'est-ce qui se dit dans ces entrevues-là? Parce que si je ne me trompe pas, on ne peut pas parler de chiffres, là, de contrat. On veut connaître le joueur. Là, On peut pas. On peut On pas. peut pas. Oui, justement. Non, écoute, c'est pour moi la chose qui est très importante, puis ça fait partie de notre philosophie, c'est de connaître l'individu, de connaître un petit peu son background, où il a joué. On va parler avec ses coachs aussi, où il a joué, que ce soit universitaire ou quoi que ce soit. À la fin de la journée, Max, on cherche des joueurs qui veulent compétitionner. Ouais. Moi, quand j'entends des joueurs qui me disent que je travaille fort, il y a des milliers de personnes tous les jours qui travaillent fort. Ouais. Mais tu peux obliger quelqu'un de travailler fort, tu ne peux pas obliger quelqu'un de compétitionner. Alors, on cherche des gens qui veulent compétitionner tous les jours. Et on veut savoir que quand ils quittent le stade olympique ou une pratique ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils se sont améliorés? Est-ce qu'ils ont gagné leur journée? Alors, c'est des gens qui sont compétitifs en sachant que
quand le match va se présenter, la fin de semaine, puis un calendrier de 18 matchs, puis les éliminatoires qui vont suivre. Avec ces gens-là, tu peux faire du chemin. Alors, c'est ça qu'on cherche, des gens qui sont capables ou des joueurs qui sont capables de compétitionner. Sûrement aussi d'instaurer des valeurs à long terme, pas juste pour une ou deux saisons. Non, exactement. Tout à fait. Quand les Alouettes t'ont engagé, il devait y avoir une partie de confiance incroyable. Comment est-ce que, tu sais, on voyait le Rouge et Or dominer depuis tellement d'années au football universitaire, comment est-ce qu'on peut prendre un programme comme les Carabins puis l'emmener à battre tu sais, David contre Goliath? Là, comment on part de Goliath puis on se rend à David? Oui, il y a un méchant chemin, là. Quand j'ai pris le poste en 2010, la responsable des sports était Manon Simard. Aujourd'hui, c'est la DG du CEPSOM. Puis on s'est assis, puis elle m'avait offert le poste. Puis la question que je lui posais, comment voulez-vous gagner? Alors, on a passé presque 4-5 heures là-dessus. Puis on a identifié 2 thèmes. C'était la famille puis la compétition. Alors, il faut compétitionner tous les jours. Il faut compétitionner sur le terrain, dans tes cours, en sachant que quand tu quittes l'Université de Montréal puis tu tombes sur le marché du travail, il faut compétitionner. Ou peut-être tu vas gagner ta vie avec le foot. Il faut compétitionner. Puis la famille. On va prendre soin de notre famille. Le vestiaire. Je disais souvent, si on a un bon vestiaire, on va avoir un bon produit. On a 85 joueurs qui sont représentés par 12 groupes ethniques avec un seul but commun. Alors, que tu viens de Québec, que tu viens de Montréal, blanc, noir, on a un but commun. Ça veut dire que quand on place le ballon sur la ligne de 50 ou 55, puis on siffle, mais on travaille tous ensemble. On oublie tout. Puis, tu peux faire des parallèles avec la vraie vie, parce que ça s'applique aussi dans la vraie vie. Alors, on l'a bâti avec ces 2 thèmes-là, la famille et la compétition. On voulait aller chercher des joueurs qui voulaient passer à l'histoire. Alors, quand on le recrutait, on disait, mais c'était toujours entre nous puis Laval. J'ai dit, mais là, tu peux aller à Laval, tu gagnes un championnat national, puis ils vont te dire, tu faisais partie de quelle édition? Ou peut-être tu peux venir à Montréal, puis tu peux passer à l'histoire. Ça te tente-tu d'écrire l'histoire? Puis on a trouvé des joueurs j'ai eu des frissons qui voulaient embarquer. Ça doit être incroyable de gagner de cette façon-là. Là. Wow. Oui, mais en 2014, au stade de McGill, devant 22-23 000 partisans, c'était vraiment tout le monde a embarqué, spectaculaire. Carabin. Du football, tu sais, oui, Laval domine, mais de voir la ville, la région embarquer derrière les Carabins à ce point-là, c'était exceptionnel. Moi, je me demande, tu es un coach dans le sang, puis là, tu es directeur général, tu arrives. quand le coach prend d'autres décisions que toi que tu as en tête, tu es dans ton bureau en haut, tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonne question, Max. Moi, j'ai une règle, puis ça va nous arriver cette année. Si je ne suis pas tout à fait d'accord avec une décision qu'un coach a prise, on se donne toujours 24 heures. Okay. Après un match. Alors, je pense pas qu'on va se parler à quelques heures ou après la rencontre. On va attendre, on va s'asseoir, on va discuter, puis probablement, il va me donner une raison que peut-être que j'ai pas tout à fait pris en considération ou je n'ai pas réalisé. Alors, mais on va toujours se donner 24 heures, puis on va s'asseoir, puis on va en parler, mais... Puis je pense qu'en général, on va fonctionner de cette façon-là. Okay. Ouais. On voit présentement les Alouettes s'en aller dans une direction. Oui, vous avez fait beaucoup de signatures. Vous avez réussi à ramener des joueurs importants pour l'organisation. Mais le chemin que vous prenez, c'est vraiment les joueurs québécois. On voit les signatures que vous faites. Il y a beaucoup de joueurs québécois. Pourquoi est-ce que pour les Alouettes de Montréal, c'est important d'avoir des Québécois dans l'alignement? Oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, je crois fortement qu'on devrait garder nos meilleurs effectifs chez nous. Il y a des Québécois qui jouent partout dans la Ligue canadienne. Puis, on parle des 2 meilleurs programmes probablement universitaires qui se trouvent au Québec. On parle du Rouge et Or de Laval puis des Carabins. Puis, pour moi, c'est très important de garder ces effectifs chez nous. Moi, j'ai une certaine fierté aujourd'hui d'être le DG des Alouettes. J'aimerais penser qu'un joueur qui joue au Québec va avoir la même fierté de porter le chandail des Alouettes. Là, je peux seulement imaginer qu'est-ce que vous avez vécu, que ce soit à Montréal ou ailleurs, mais de porter le chandail du CH ou de porter un chandail des Alouettes, quand tu es un Québécois, j'espère que ça va amener cette fierté-là, puis ça va ils vont nous donner un petit peu plus qu'un jeune Canadien qui a joué à UBC. Je donne comme exemple. Puis la question, comment est-ce que cette année, on parlait des difficultés quand tu as pris la job de pas être first pick. Cette année, il n'y a pas de saison.
comment est-ce qu'on va arriver justement à évaluer les joueurs puis le repêchage? Ça doit être complètement différent des années habituelles. Mais c'est basé sur les vidéos puis les films de 2019. L'avantage que moi j'ai, fait que le film, le repêchage à TVA Sport, c'est vrai. Là. On Oui, regarde c'est des ça, vieux. c'est ça, exactement. Ramène-moi la game il y a 5 ans. Oui, exactement. Tout à fait. Le seul avantage que moi j'ai, c'est que je viens juste de quitter ce circuit-là. Alors, la plupart de ces joueurs-là, où ils ont joué pour moi, où je les ai recrutés puis ils ont décidé d'aller ailleurs, ou peut-être quand on a gagné la Coupe Dunsmore puis on a rencontré des autres, affronté les autres équipes à travers du pays, j'ai eu la chance de les voir jouer. Alors, j'espère que ça va nous aider dans le mois de mai quand le repêchage va arriver. Mais là, je t'écoute parler. Là, tu connais tout ton groupe au Québec. Y a-tu des petites surprises qui s'en viennent ou mettons un petit hit pour la poche bleue à soir? Là? Hein, on veut pas te mettre de pression. On a même payé les ailes. Là. Non, écoute, il n'y a pas de pression. Il y a seulement des opportunités. Je vois ça de cette façon-là. Mais je pense que nos partisans vont être tellement contents de voir quelques annonces qu'on va voir pour eux mardi et mercredi parce qu'on travaille tellement fort sur le côté défensif puis sur notre front parce qu'on dit souvent qu'on veut dominer la ligne de mêlée. On veut s'imposer physiquement puis on va aller chercher des joueurs qui vont s'imposer physiquement, qui amènent une certaine vitesse aussi. Puis je suis convaincu que ça va bien aller. Mais ça, c'est bon que tu dis ça. Je veux savoir, c'est quoi le but, l'identité des Alouettes? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le futur? On a-tu une équipe physique, agressive? Qu'est-ce qu'on veut voir sur le terrain? Vitesse. Physique. Très physique, très physique. Écoute, on était capable d'aller chercher Stanback, de le ramener à Montréal. La raison principale, c'est que c'est notre équivalent de Mike Pringle, peut-être à l'époque. Il va avoir ses 18 à 25 portées. Alors, quand on va lui donner ces portées-là, c'est sûr qu'il faut dominer la ligne de mêlée. Puis nous, défensivement, on veut se rendre au carrière. Je pense qu'en 2019, on avait 24 sacs de carrière. Il faut aller chercher plus de pression sur le carrière pour avoir du succès. Tu parlais tantôt que tu as commencé en 94, tu as fait ta place. Au hockey, comment la game a changé, c'est incroyable. Si on prend en 94, la même année, comment on est rendu ailleurs en 2021, football canadien, c'est quoi qui a changé le plus dans cette ligue-là? Moi, je pense que les athlètes sont tellement beaucoup mieux préparés. Physiquement puis mentalement, ils sont capables de compétitionner assez vite. Tu regardes le noyau canadien, écoute, ça existe encore. Il y a un écart entre un joueur canadien et un joueur américain, mais l'écart est réduit. Alors, on regarde des joueurs que probablement c'était toujours des joueurs de ligne ou ligne à l'attaque, ligne défensive. Là, on a des Canadiens qui jouent comme... vous allez avoir Éric Lapointe comme exemple, là, comme porteur de ballon. On a des Ben Cahoon, on a des Sylvain Girard comme receveur. On avait des David Sanchez comme demi-défensif. On a Dequoy qu'on a repêché chez nous comme maraudeur. Alors, c'est des skill positions. Puis ils sont en train de les occuper actuellement. Pourquoi on parlait de joueurs québécois puis comment la transition, ça se fait chez les Alouettes? Pourquoi est-ce que de ramener Anthony Calvillo comme ambassadeur, c'était une priorité pour le nouveau groupe? Mais pour nous, je pense que Anthony Calvillo, c'est l'équivalent d'un Jean Béliveau ou peut-être un Guy Lafleur. Il a marqué notre histoire. Probablement une des plus grandes carrières dans l'histoire de la Ligue canadienne. Il ne faut pas oublier non plus que Anthony demeure à Montréal, au Québec. Puis pour lui, puis pour nous aussi, le fait qu'il travaille à l'Université de Montréal, il travaille beaucoup avec des étudiants athlètes. J'espère que son message va être oui, vous pouvez gagner votre vie au prochain niveau avec le football en espérant que vous allez graduer en quittant avec un bac. Parce qu'à un moment donné, vos carrières vont se terminer à 30 ans, mais ton bac va te rapporter pour un autre 35-40 ans. Exact. Non, c'est vrai. Non, justement, on parle cette semaine, c'est une grosse semaine, le Super Bowl, puis on est là pour ça aujourd'hui. On voit les gens écrivent hey, « gaspillez pas les wings », c'est juste, c'est dur. Inquiétez-vous pas avec ça. C'est dur de parler en mangeant des... C'est dur de parler en mangeant des wings. Ah, t'es capable. Tu l'as déjà vu, hein? C'est pas manger en parlant, c'est le micro qui le bloque, je pense. Et justement, c'est... comme DG, mais toi à la place du DG présentement des deux organisations, comment est-ce qu'on gère ces 2 semaines de congé-là avant? Il faut éliminer les distractions. Ça veut dire que concernant des billets de match, les hôtels, les vols, ça, il faut que tu sors ça des mains des joueurs. Alors, c'est très important que tu aies une personne en place ou quelques personnes en place qui peut gérer tout ça. La chose qui est très importante, même si c'est un match de finale,
on dit toujours que c'est pas une semaine ou 2 semaines normales, mais il faut garder la même routine que tu avais déjà en place parce que cette routine-là t'a amené à ce gros match. Alors, il faut essayer de garder sa Fait que routine-là. tu joues un peu comme un bye week. Là, tu sais, la semaine. Exactement, exactement. Tu vas visionner des films. Je pense pas qu'ils vont pratiquer plus fort, plus je de comprends. temps sur le terrain. Ils vont garder cette routine qui fonctionne pour eux. Mais ça, c'est avant le Super Bowl, puis on entend souvent parler des célébrations des joueurs. Toi, tu as gagné la Coupe Grey. Je vais entendre la célébration des entraîneurs, moi, de l'autre côté, parce que vous vous cachez un peu de ce côté-là. Écoute, des célébrations. Je préfère de dire qu'à un moment donné, je vais sortir un livre, puis vous pouvez acheter le livre. Parce qu'il y en a tellement de personnes qui ont fait partie, qui se sont impliquées dans les célébrations que je suis pas tout à fait à l'aise d'en parler aujourd'hui. Juste la réponse-là est parfaite pour nous autres. Mais écoute, la seule chose que je peux vous dire, c'est la Coupe Grey. Il y avait je pense qu'en 2005, on a amené la Coupe Grey à Montréal. On est parti en limousine sur la rue Crescent. On était au Thursdays dans la discothèque. Puis à un moment donné, on a perdu la coupe. Écoute, c'était pas drôle. Est-ce qu'elle était retrouvée au moins? Oh oui, ça a pris quelques minutes, mais on a eu la chance de la trouver, la récupérer. Oui. Puis justement, ça prend combien de temps se remettre ou tu sais, on appelle le championship hangover. Là. C'est combien de temps qu'on se remet de ça? Et comme entraîneur ou même comme DG, tu es de retour 48 heures, 72 heures plus tard parce qu'il y a des joueurs autonomes qu'il faut signer. Il faut que tu te prépares pour le repêchage. Wow. Est-ce que ton staff va être tous de retour? Alors, tu te trouves déjà dans ces scénarios avec ces décisions. Tu m'emmènes une question. Quand tu as un club qui gagne puis que tu as un entraîneur que tu n'as pas l'intention de ramener, ça change-tu la gestion? Ça change-tu la façon de faire le party? Tu le sais, là, Max, l'année prochaine, il n'est plus là. Mais là, on vient de gagner. Là. Oui. Mais écoute, si on gagne, on va en profiter en sachant qu'il va y avoir des changements qui s'en viennent. Okay. Ouais. Tu lui dis, va pas te faire tatouer tout de suite. Là, exactement. Mets-moi la ville dessus. C'est ça. Alouette for life, là. Je ferais pas ça. Mon homme. Exactement. Ta prédiction, es-tu capable de gager contre Tom Brady? Non. Non, moi, je pense que... Écoute, les Chiefs, ils ont des petits problèmes avec la ligne à l'attaque. Ils ont 3 partants qui ne seront pas là. Brady, si jamais ils sont capables d'établir le jeu au sol avec les 2 partants, puis moi, je pense qu'ils vont être capables. Puis il va distribuer le ballon. Winfield, le demi-défensif, est de retour des box. Moi, je pense que Brady... Puis ça va être toute une histoire. Carl 43 ans, il embarque avec une équipe qui a une fiche de 7-9. Puis il se trouve en Super Bowl. Ça peut être toute une histoire. Avant que Max te donne ton cadeau, comment est-ce que les Chiefs ont pu laisser les gars faire venir un barbier qui avait le COVID puis risquer? T'as-tu vu ça, l'histoire? J'ai vu ça. Ça n'a pas de sens. Comme DG, me semble, je ne sais pas, là, mais il y a quelqu'un qui a manqué à quelque part. Ben, il y a quelqu'un qui probablement qui a payé pour tout ça. On n'est pas au courant. Oui, le gars que tu parlais qui se fait pas tatouer, là, mais lui, ça l'est fait dire déjà. Oui, Danny, la cage t'offre un beau petit sac cadeau. Là, comme des party de fight chez Guillaume et Maxime, on donne un petit sac surprise. Puis d'après moi, tu vas avoir un beau Super Bowl à soir. Excellent. Gros merci. J'apprécie infiniment. Merci beaucoup. Les gars. On est très contents, comme on disait. Là. Je pense que vous voyez la direction que les Alouettes prennent, comment on veut amener un nouvel esprit, rentrer les Québécois. Puis moi, c'est pas juste de le dire. On sent une passion, on sent une direction, puis on sent qu'on a un chemin pour s'en aller. Donc, on remercie Danny de sa présence. Bon Super Bowl, bon party en famille parce que le COVID oblige.